les 10 enfants qui ont embarqué à bord de Fleur de l'Empole, chaque journée est une nouvelle aventure. Ils ne connaissaient rien à la mer avant de quitter l'école pour apprendre la vie des marins. Durant 3 mois, ils enquêtent sur l'histoire de Fleur de l'Empole et explorent la mémoire de la mer. Leurs escales sont autant de découvertes, autant d'émerveillements. Vivre sur l'océan est leur plus grand rêve. Ces jeunes marins reporters posent un regard d'enfant sur le monde de la mer. Ils tiennent un carnet de bord en images de leur voyage et ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Pas la peine de venir à gauche. Ok. Là, comme ça, il va bien là. Il y a de l'eau là. C'est un grand jour aujourd'hui. Nous reprenons la mer avec Yves Le Guen, l'homme qui a fait construire Fleur de l'Empole il y a 50 ans. Faut se mettre dans l'alignement, Yves, avec la barque blanche. Hein? Cap entre les roches et le lieu. Et bien à gauche, en nom des deux. Dernier coup, vous étiez passé à l'intérieur de la bouée blanche, celle-ci là. Hein. Faut pas, là, ça vient sec. Hein. Les bouées là. Et même s'il y a plus de 20 ans qu'Yves a pris sa retraite, quelques instants lui suffisent pour reprendre ses habitudes de capitaine. À bord de son navire, le compagnon de toute une vie. J'aime pas la musique qui est sur une poulie. Hein. Faut jamais que ça chante. Hein. Il y a le graissage à faire. Là. Allez, choque les côtes, il y a du vent arrière. La voilure établie, nous interrogeons Yves sur son ancien métier de sablier. Et Yves, à quoi il servait le sable? À la construction, principalement, quoi. Hein. Tout, parce que tout, c'était après-guerre, il y avait tout Brest était à reconstruire et un peu partout, quoi. Il y a eu des dégâts, alors il y avait pas mal de trafic de sable hein, pour reconstruire tout ça, parce que tout était dévasté là. Oui. Et ça, c'est le sable alors de construction. Parce qu'il y a encore un autre sable, alors d'engrais, alors là, c'est différent. C'est pour les paysans, c'est pour amender la terre, quoi. Hein. Fleur de l'Empole ne transportait pas que du sable. La Gabarre ravitaillait les îles de mer d'Iroise et transportait même des cargaisons d'oignons vers l'Angleterre. En 1948, la Fleur était l'un des derniers bateaux de travail à porter toute sa voilure. Celle-ci a été progressivement réduite au fil des ans. Combien de tonnes de marchandises pouvait transporter la Fleur? Alors, dans les 120 tonnes. Oui, oui. Parfois un peu plus, parfois un peu moins, bien entendu, quoi. Hein. On savait qu'il y avait toujours un tout petit peu de trop, quoi. Hein, mais enfin, alors, hein, mais quand on voyait quand même, ça y est, on voyait d'après l'eau, on regardait, quoi, l'eau était sur le pont, alors... C'était toi qui maniais la benne pour, Ah, oui. Mais, et puis, quand on avait gratté dans un coin, il fallait faire un coup en avant ou aller changeant de place. Ici, ça y est, il n'y a plus, on avançait un peu, quoi. Oui. En faisant ce métier, t'as jamais eu de grande peur? En 69 ou quelque chose comme ça, c'est un dimanche qu'il y avait un ouragan, là, 153 km à l'heure qu'il y avait, qu'on a lu sur le journal après le lendemain. Et bien là, alors, hein, là, hein, on aurait pu avoir peur, mais on était obligé de cocher dedans. Parce que quand on a vu la mer, c'est arrivé d'un seul coup, on se dit, mais non, quoi, c'est un banc de brume qui vient. Pourtant, c'était la mer qui était soulagée avec le vent. Alors, le bateau, allez, couvert de chute, brassé toute la barre à deux, et puis, ben, il a coffré complètement, il a pris la houle, le travers, il a coffré complètement, hein, mais comme les panneaux étaient fermés, tout était fermé, et puis ça y est, on a réussi à mettre le cul dedans, je dis, on est sauvé. Si j'étais obligé de faire demi-tour, c'était vraiment intenable, personne ne pouvait naviguer. Mais autrement, hein, pas mal de coups de mauvais temps, allez, on y va, jamais elle a dit non, hein, allez, ça y est, on réussissait à y aller. Hein. Après avoir débarqué Yves, nous faisons voile vers Noirmoutier, où la Fleur se rendait souvent autrefois. Mais sont tous étrangers. Ils ont vu des étoiles traverser des typhons, déchirer la grand voile. Ils ont touché le fond. Tous les hommes se ressemblent au bar et
quatre coins du monde pour regarder les jours passer sur la Gironde. Ils rêvaient de l'aurore et du ciel orangé. Ils ont perdu le nord et n'ont fait que plonger. Qu'ils se prennent pour Verlaine sans l'avoir jamais lu, ou chantent à perdre haleine la chanson des chaluts. Tous les hommes se ressemblent au bar des naufragés. Ils ont l'air d'être ensemble, mais sont tous étrangers. Au bar des naufragés. Au bar des naufragés. C'est loin devant. Allez, on récupère tout. Allez, faut que ça tombe là. Allez, t'as du fight. Allez, on pousse les vagues maintenant. Oh. Il est 15h06 et c'est la première fois que nous voyons des dauphins à bord d'un fleur. Il y a les dauphins là? Ouais. Ils sont où? Ils sont là-bas. Enfin, là on les voit pas, mais... Ils sont loin ou? Non, à peu près. Il y en a là-bas. C'est ça. Alice, t'avais déjà vu des dauphins? Non, c'est la première fois que je vois des dauphins. On va juste devant. Viens, Sarah. À Noirmoutier, Fleur de Lampol chargeait des huîtres ou des moules pour les parcs de la rade de Brest. Afin d'en savoir plus, Sophie et Anna vont travailler chez Jean-Marc Rabalan, un ostréiculteur de la Guérinière. C'est ce tube. Alors ce tube, c'est la base de l'élevage ostréicole. C'est-à-dire que ce sont des tubes plastiques qu'on pose à l'embouchure de la Charente vers Fouras, près de La Rochelle, parce que c'est le site idéal pour obtenir le meilleur captage de naissins d'huîtres. Un bébé huître, c'est une petite larve qui flotte dans l'eau. Et donc elle cherche un endroit où se coller. Donc les ostréiculteurs vont placer des tubes pour qu'elle puisse se fixer. Donc ça s'appelle des tubes collecteurs. Et au bout d'un certain temps, ils vont les prégeler pour après les faire grandir. Ils les ramènent donc à Noirmoutier. Et là, pendant 2 ans, elles resteront dans l'eau pour se nourrir de plancton. Pour leur permettre de pousser, on va les poser à une certaine distance les uns des autres sur des trépieds en fer qu'on appelle des tables. Et la distance entre chaque tube permet à l'huître de se développer. Ça va? Oui, il y a quelque chose près. Les mains un peu coupées. Et il n'est pas rare de se retrouver avec des coquilles d'huîtres dans les doigts. Si, regarde, il y en a pas. Le métier d'ostréiculteur, c'est un métier physique et fatigant. Mais il est aussi intéressant parce qu'il est en rapport avec la mer. Et c'est vrai que ce métier est en complète harmonie avec la nature. On a l'air, il n'y a pas vraiment de contraintes. Je sais pas, on se sent bien, on est heureux là. Regardez cet air rayonnant. Quel hypocrite. C'est intéressant parce que je pensais pas que derrière une huître il y avait tant de travail. Pour moi une huître c'était le repas de Noël qui me dégoûtait un peu. Au bout de 2 ans, on va les récolter et ils vont partir dans la cabane. Donc on va faire le détrocage, c'est-à-dire qu'on les enlève du tube et on les sépare parce que souvent elles se sont collées entre elles. À partir du moment où elles seront une par une, on pourra les reprendre, les mettre dans des poches de plastique et les mettre sur les parcs qu'on trouve ici ou alors dans la baie de Bourgneuf, pour leur permettre de se développer encore, de se durcir et d'atteindre leur 3e année d'élevage qui, à partir de là, permet la commercialisation. Des huîtres commercialisables qui sont vendues tous les dimanches matin
De 9h à 12h30, à Bressuire est un Cerizay. Mais les huîtres raballant, c'est long. Alors les filles, le métier d'ostréiculteur, ça vous plaît? Ouais, c'est assez fatigant. On a passé une très bonne matinée. Bon, juste un petit inconvénient, c'est la... Ah d'accord. Ouais, ça c'est... Ça c'est le problème, avec des bottes trop courtes. Depuis l'époque gallo-romaine, la région de Noirmoutier produit une denrée précieuse, le sel. Au Moyen-Âge, des centaines de bateaux venaient ici remplir leurs cales. Avant que les camions ne remplacent les voiliers, Fleur de Lampol a été l'un des derniers caboteurs à pratiquer ce très vieux métier. Nous avions interrogé Yves sur ses voyages à Noirmoutier. Mais vous chargiez le sel avec des... Ben avec des carrioles qui venaient, quoi. Ils allaient dans la baraque, c'était pas large là. Et puis les carrioles étaient traînées avec des ânes, quoi. Souvent, allez hop, accostés, avec des barques et dans la cale. Alice et Sarah vont aider Michel Gallois. Comme après chaque hiver, il doit nettoyer son marais salant. Les paludiers produisent encore le sel de manière artisanale. On dirait que rien n'a changé dans ce métier. Ni les outils, ni les techniques. Michel, qu'est-ce que c'est un marais salant? Eh bien, un marais salant, c'est un endroit où on va récolter le sel qui provient de la mer, bien entendu, et ça fonctionne par évaporation. Voilà. Mais comment on récolte le sel? Alors on le récolte l'été, bien sûr, avec une grande perche qui s'appelle une ételle, qui est une sorte de grande raclette et qui va nous permettre de rapprocher le sel de petites plateformes qui s'appellent des tables et ensuite de remonter ce sel sur les tables. Michel a appris ce métier auprès des derniers vieux paludiers. 20 ans après, sa passion pour les marais salants n'a pas faibli. Et le sel, c'est vraiment la récompense. Ça, quand on voit les premiers cristaux se former dans les œillets qu'on sait qu'on va récolter dans un jour ou deux, c'est vraiment extraordinaire. Le métier de paludier a bien failli disparaître. Après la guerre, le prix du sel avait beaucoup baissé et les marais étaient laissés à l'abandon. Mais le renouveau actuel pour les produits naturels a donné un nouvel essor au sel marin de l'Atlantique. Aujourd'hui, une cinquantaine de jeunes paludiers travaillent à Noirmoutier. Et Michel est fier d'avoir réussi à adapter à notre époque ce beau métier d'autrefois. Les satisfactions que je trouve dans ce métier, je crois que c'est la liberté d'abord. Je travaille quand je veux, comme je veux, je n'ai pas de patron sur les bretelles. La liberté, ouais, la beauté. Une année, il y a un agriculteur qui avait fait un gros tas de foin juste à côté du marais. Et le soir, quand j'avais fini de tirer mon sel, qu'il y avait tous les petits tas de sel bien alignés là, sur chacune des tables, je montais dans le tas de foin et je regardais le coucher du soleil sur le marais. C'était absolument merveilleux. C'était vraiment un moment extraordinaire. Pas de chance, il n'a jamais refait son tas de foin. Bon, c'est comme ça.